Du coup, après la présentation voilà, des différents labels qui sont notamment dits durables et que vous pouvez utiliser par rapport à la loi Egalim pour respecter les critères de la loi Egalim au niveau de la restauration collective, on voulait finir cette présentation par une comparaison en fait des labels sur différents critères qui reviennent le plus dans les débats publics, notamment au niveau du bien-être animal en élevage et au niveau de la protection environnementale. Donc, on a essayé de faire une comparaison qui n'est pas exhaustive et qui est sur différents critères dont on va préciser un peu pourquoi ça a été vert ou pourquoi ça a été rouge. Et on s'est aussi appuyé pour ces tableaux sur la boussole des labels. C'est un document qui a été mis en avant par Bioconsommateur et dont vous retrouverez la source originale dans les ressources qu'on vous a mis à la fin du diaporama. Donc, par rapport aux garanties environnementales, donc il y a différents critères qui reviennent le plus souvent. Dont le premier qui est la non-utilisation des produits chimiques de synthèse. Donc là, avec 0 utilisation. Donc parmi les différents labels qui sont dans ce tableau, donc bio, AOC, HVE et label rouge, il y a uniquement le label bio européen, le label bio qui certifie la non-utilisation de produits chimiques de synthèse. Voilà. En termes de protection de la biodiversité, donc on a pu voir dans le cahier des charges bio qu'il y avait une démarche, notamment justement par la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, de protection de la biodiversité. Et dans HVE, donc on vient d'en discuter, mais on peut voir que les critères tels qu'ils sont écrits pourraient permettre une protection de la biodiversité, mais au vu de la manière dont c'est, enfin le nombre de points qui doit être accumulé par le producteur assez faible pour pouvoir être labellisé HVE, nous fait plutôt dire que finalement c'est pas suffisant pour garantir une protection de la biodiversité aux consommateurs. Dans le label rouge, il n'y a aucune mention par contre de protection de la biodiversité. Et sur le label HVE, il y a aussi une vraie vigilance à avoir entre un niveau 1 et un niveau 3. Un niveau 1, on aurait pu mettre la croix rouge parce que là, il n'y a vraiment aucune notion de protection de la biodiversité. Alors, pour la restauration collective, vous pouvez rendre dans les produits dits durables uniquement les HVE 2 et 3. Donc, vous ne pouvez pas avoir de HVE 1 qui rentrerait dans vos produits dits durables. Après, voilà, HVE 2 et 3, c'est quand même assez limité sur la protection de la biodiversité. Au niveau de la rotation des cultures, donc dans le cahier des charges bio, oui, il y a l'obligation d'avoir une rotation des cultures. Donc ça, c'est un vrai impact au niveau de l'environnement, mais aussi de la biodiversité. En niveau AOC, on a mis le orange parce que finalement, comme on l'a vu, ça va dépendre des cahiers des charges et des productions. Et pour HVE ou label rouge, là, il n'y a pas de rotation des cultures dans le cahier des charges. En ce qui concerne les cultures sous serre chauffée, donc ça c'est une avancée récente du cahier des charges bio qui a précisé que les productions sous serre chauffée étaient interdites et donc c'est avec un système de date. Donc les légumes d'été ne doivent pas être commercialisés avant le 1er mai s'ils sont issus de serre chauffée. Voilà, ça permettait de limiter cette production qui est gourmande en énergie et qui du coup ne correspond pas aux valeurs que souhaite défendre l'agriculture biologique. Et il n'y a aucune mention dans les autres labels de cette interdiction de culture sous serre chauffée. Juste pour ajouter une précision par rapport à la loi Egalim et les produits HVE, c'est qu'une solution temporaire parce que déjà dans la loi Egalim 1, il disait HVE 2 et 3 jusqu'en 2029 et avec la loi Egalim 2 qui est apparue en début d'année, je crois, ce sera possible que jusqu'en 2026, donc c'est vraiment temporaire, HVE 2 et 3, comme oui, considéré comme produit de qualité. Oui, à terme, ils veulent qu'il n'y ait plus que les HVE 3 qui puissent rentrer dans ces produits dits durables. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore 2 et 3. Donc, on a essayé de faire la même comparaison sur des enjeux qui reviennent par rapport au bien-être animal. Donc, en premier point, la limitation de la taille de l'élevage. Donc, voilà, comme on l'a vu, en bio, quel que soit l'élevage, il y a une réglementation dans le cahier des charges pour limiter la taille de l'élevage, à la fois, comme on l'a vu pour les enjeux environnementaux liés à la charge en azote, à la charge des intrants, mais aussi pour le bien-être animal, pour permettre aux animaux de pouvoir répondre à leurs comportements qui sont propres.
Pour AOC, on a mis la flèche orange parce que, voilà, comme tous les critères, en fait, ça dépend vraiment du cahier des charges de la production. Donc là, il faut se renseigner, en fait, aller voir le cahier des charges de chaque AOC. Donc, vous l'aurez aussi dans les ressources, mais il y a Greenpeace qui a fait aussi une comparaison des labels. Et sur les AOC, c'est assez précis. Ils comparent vraiment les différents cahiers des charges des AOC, notamment en élevage, et ça vous permet de voir quels sont les AOC qui ont des critères plus précis que d'autres. Et pour HVE, il n'y a pas de limitation de la taille de l'élevage. Et pour le label rouge, c'est pareil, ça dépend des filières. Si on regarde maintenant l'interdiction de l'élevage hors sol, donc c'est le cas en agriculture biologique et dans le cadre du label rouge. Les AOC, comme l'a dit Solène aussi précédemment, ça dépendra des cahiers des charges. Et pour HVE, alors peut-être qu'on peut le dire au global, mais il n'y a vraiment aucune mention sur le bien-être animal dans le cahier des charges de haute valeur environnementale. Voilà, pour l'accès au plein air, on est un peu comme la limitation de la taille de l'élevage. Le label rouge, quelle que soit la filière, il doit y avoir accès au plein air. Mais là, attention, comme on l'a montré dans l'exemple, ça dépend des filières. Par exemple, pour la volaille, c'est vraiment du plein air sur aire de pâturage, donc vraiment dehors à l'herbe. Et par contre, pour les porcs, c'est accès au plein air, mais c'est pas forcément, il n'y a pas d'obligation que ce soit sur aire à l'extérieur. Ça peut être juste une aire d'extérieur en béton. Voilà, donc on n'est pas sur du plein air comme on peut l'entendre dans l'image qu'on a, quoi. Et enfin, en ce qui concerne la distance et la durée de transport entre l'élevage et l'abattoir, il n'y a aucune mention de contrainte dans la distance et la durée de transport entre l'élevage et l'abattoir dans le label bio et dans le cahier des charges AOC et dans la mention valorisante HVE. Par contre, il y en a dans le label rouge. Voilà, pour le label rouge, il est mentionné que la distance entre l'élevage et l'abattoir doit être au maximum de 150 km ou de 3 heures. Voilà. En bio, il n'y a pas de distance, mais les éleveurs bio sont quand même sont en bio justement parce qu'ils ont une conscience du bien-être animal et les éleveurs bio s'interrogent sur justement quelle est la distance entre leur élevage et l'abattoir. Ceux qui sont en circuit court, vont vraiment dans les abattoirs les plus proches. Après, là, il y a un enjeu aussi au niveau public de maintenir nos abattoirs sur nos territoires. Donc ça, c'est un autre débat. Et puis, ceux qui sont avec des coopératives, voilà, ils travaillent avec des coopératives qui sont au plus proche de leur élevage. Et généralement, en bio aussi, la distance entre l'élevage et l'abattoir est limitée au maximum, même si ce n'est pas dans le cahier des charges. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On voulait juste finir avant du coup le temps d'échange avec les producteurs bio sur quid des valeurs sociales, du commerce équitable, du développement des filières locales, du bien-être au travail. Ces valeurs-là ne se ressortent dans aucun des cahiers des charges qu'on a présentés et sur lesquels on s'est le plus attardé, qui sont la bio, AOC, IGP, AOP, HVE ou label rouge. Mais il existe d'autres labels là plus spécifiques au commerce équitable. Donc le commerce équitable, c'est quoi? C'est une certification d'un dialogue, d'une transparence et d'un respect entre les différents acteurs d'une filière et qui a une équité dans les échanges monétaires. Et donc il y a différents niveaux de commerce équitable. Il peut y avoir du commerce équitable universel avec par exemple le label biopartenaire ou Fair for Life. On peut voir aussi, comme on l'a vu avant, que les labels peuvent s'additionner. C'est-à-dire que, par exemple, pour biopartenaires, ils ne fonctionnent que auprès d'acteurs qui sont déjà certifiés bio. Donc là, on a la double distinction. Avec biopartenaires, vous savez que les produits que vous achetez, ils sont bio et en plus, ils sont issus du commerce équitable. Sur les origines France, on va avoir le label FNAB. On va vous présenter un petit peu plus en détail ce label à la fin. Ou alors sinon bio équitable en France. Et puis, alors pour les relations nord-sud, on a celui qui est le plus connu, Fairtrade. Voilà. Et là, ça garantit qu'il y a une équité marchande entre des produits qui sont produits plutôt au sud et commercialisés au nord. On le retrouve généralement sur du chocolat ou du café. Voilà, on ne voulait pas rentrer plus dans le détail dans ces labels équitables pour l'instant. On s'est plutôt attardé sur les aspects de garantie environnementale et de garantie de bien-être animal avec les labels qu'on vous a présentés avant.